dernière table ronde de cette journée. Merci pour les courageux qui sont encore avec nous. Au bout de toute une journée de réflexion sur un thème à la fois technique et pourtant psychologiquement compliqué parfois, celui des interactions entre changement climatique, géopolitique et sécurité. Pour ceux qui ne m'ont pas encore vu, pour ceux qui sont arrivés ce midi, donc je m'appelle Julia Tess, je suis co-directrice de l'Observatoire Défense et Climat, directrice de recherche à l'IRIS. Et j'ai l'honneur de modérer cette table ronde qui porte donc sur un sujet plus géographique que celui qui a précédé. Nous allons nous intéresser pendant l'heure et quart qui arrive à une région, celle des Caraïbes, en la considérant comme un laboratoire des enjeux géopolitiques des changements climatiques. Pour cela, j'ai l'honneur d'être entourée et donc je vais aussi euh, introduire un peu plus longuement cette table ronde pour faire le tour d'horizon partiel que ma collègue, la très regrettée Marine de Goguier-Mauvais-Vert, ne peut pas faire puisqu'elle est souffrante aujourd'hui. Donc je vais essayer de tâcher, je vais tâcher d'être à sa hauteur. Mais pour m'accompagner, j'aurai surtout la chance d'avoir à mes côtés Laurent Giacobi, chercheur associé à l'IRIS et enseignant à l'Université des Antilles. Merci beaucoup et le lieutenant-colonel Stéphane Nisley, chef d'état-major du commandement des formations militaires de la sécurité civile. Merci beaucoup pour votre présence également. Euh, Avant de vous laisser la parole, je vais donc revenir brièvement sur un panorama des enjeux climat dans la Caraïbe et notamment dans la Caraïbe insulaire qui est le sujet qui va nous occuper lors de cette table ronde. Donc cette table ronde, elle est organisée pour faire écho à une note que nous avons rédigée il y a de ça un peu plus d'un an, fin 2022, et qui est consacrée aux grands enjeux géopolitiques et sécuritaires liés à la vulnérabilité climatique de la Caraïbe insulaire. Pourquoi se concentrer sur la vulnérabilité climatique, donc qui peut être définie comme la propension ou la prédisposition à être affectée négativement par les changements climatiques? Tout simplement parce qu'il y a énormément de travaux qui ont porté sur cette zone qui a été comment dont Antonio Guterres disait en juillet 2022 que ils étaient en première ligne de l'urgence climatique mondiale. Donc le secrétaire général des Nations Unies déclarait ça en juillet 2022. C'est ce qui nous avait mené à travailler sur cette zone. Pourquoi les Caraïbes sont considérés comme un laboratoire ou comme une zone en première ligne de l'urgence climatique mondiale? Tout simplement parce que cette zone est croisent différents grands enjeux. À la fois l'exposition des territoires aux aléas climatiques et en particulier les territoires insulaires dont nous allons parler, qui ont énormément de caractéristiques socio-économiques, mais qui ont aussi pour caractéristique d'être exposés, d'être dans une zone où on va avoir à la fois des phénomènes de sécheresse, des perturbations des précipitations, mais aussi des phénomènes extrêmes climatiques. Et puis, on va également s'interroger sur la plus ou moins grande fragilité des sociétés humaines, de leurs institutions et de leur capacité d'adaptation. Et je rebondis sur ce qui avait été dit ce matin, si vous avez suivi, par François Gémen sur les seuils de rupture socio-économique étudiés par le GIEC. C'est typiquement une zone dans laquelle on peut étudier les seuils de rupture, c'est-à-dire la manière dont les sociétés vont plus ou moins bien être préparées et s'adapter à des changements climatiques à cinétique plus ou moins lente. Euh, cette exposition au changement climatique, elle est duale. Elle est à la fois basée sur une augmentation des températures de l'air, mais aussi donc avec des vagues de chaleur et des périodes de sécheresse intenses et une recrudescence des agents pathogènes dont on a entendu parler dans la table ronde précédente, mais aussi à une augmentation de la température de l'eau et de l'eau de surface des océans, ce qui va mener à une intensification des aléas météo-climatiques et notamment les cyclones et à surtout euh, une, un plus grand nombre de ces phénomènes à des niveaux catastrophiques, à des niveaux intenses. Ça participe également à l'élévation du niveau de la mer. Or, sur des territoires insulaires comme ceux des Caraïbes, toute élévation du niveau de la mer a une portée à la fois évidemment sociale et économique, mais aussi culturelle très importante. Et ça va affecter les écosystèmes, que ce soit les écosystèmes terrestres comme les écosystèmes marins et les économies de la région
vont s'appuyer sur les services écosystémiques, notamment des économies, par exemple, qui dépendent du tourisme, vont s'appuyer sur des services écosystémiques, sur des écosystèmes en bonne santé. Et donc, toute perturbation de ces écosystèmes va avoir un impact social et économique. On va également s'intéresser, lors de nos discussions, à la raréfaction des ressources en eau dans cette région. Euh, il faut savoir que 7 des 36 pays les plus touchés par le stress hydrique dans le monde se trouvent dans cette région. Donc c'est aussi pour ça que ça justifie l'interrogation autour du laboratoire que cela peut représenter. Et puis, certaines îles de cette région, donc les îles de la région ont une diversité politique et et économique très importante. Certains sont des États indépendants, des petits États insulaires en développement, et d'autres sont des juridictions insulaires infranationales, par exemple des territoires non souverains qui sont liés aux États-Unis, à la France, aux Pays-Bas, entre autres, ou encore au Royaume-Uni. Et la disparité de ces régimes politiques va évidemment avoir un impact sur la disparité des modèles d'adaptation au changement climatique, des modalités d'adaptation et de la manière dont les pays vont considérer l'urgence climatique et y faire face. Certains de ces pays vont être en très forte précarité financière et ces capacités financières vont affecter les moyens mis en œuvre pour faire face au changement climatique. Au regard du rôle crucial des écosystèmes pour certains secteurs économiques, euh, dans un pays qui est déjà dans une forme de précarité financière, le fait que les écosystèmes soient affectés par des impacts du changement climatique a évidemment des répercussions bien plus fortes que sur un pays plus adapté au changement climatique et avec des systèmes économiques qui dépendent moins de ces écosystèmes. Et donc, c'est là où on va pouvoir étudier ces seuils de rupture socio-économique. Euh, donc, on parlait du tourisme, il y a aussi de l'agriculture qui est un secteur très important dans cette région. La prise en charge politique, telle que l'a analysée ma collègue Marine de Guglielmo-Weber, est partielle et insuffisante dans la majorité des territoires de la région. Donc, je vous parlais du manque de ressources financières qui va limiter l'efficacité des plans d'atténuation et d'adaptation. Mais on va également avoir toute une étude autour des moyens financiers qui sont alloués à la reconstruction, puisque vous avez sans doute en tête à la fois les catastrophes climatiques, mais aussi des catastrophes sismiques. La Caraïbe insulaire, elle est exposée à des phénomènes sismiques intenses, à des tremblements de terre qui sont dévastateurs. Et donc, toute la question de la reconstruction, de l'allocation des moyens à la reconstruction et à la maladaptation, c'est-à-dire qu'on peut par exemple reconstruire après un tremblement de terre, mais ne pas prendre en compte l'impact du changement climatique sur les infrastructures qui ont été construites après un tremblement de terre. Et toutes ces questions-là, de la maladaptation, d'une allocation des moyens qui est peut-être euh, euh, soit orientée de manière euh, sans intégrer le changement climatique, soit en ayant des fonds dédiés, mais qui ne vont pas intégrer des vulnérabilités, que ce soit socio-économiques ou encore euh, environnementales face au changement climatique. Toutes ces questions-là sont au cœur de la note que l'on a publiée en 2022 et qu'il faudra évidemment qu'on remette à jour. Et donc, pour évoquer alors à la fois les enjeux géopolitiques de la région, la manière dont les États considèrent les enjeux environnementaux, les capacités d'adaptation ou non euh, aux, aux enjeux climatiques, on va donc pouvoir bénéficier de l'expertise et de l'expérience de Laurent Giacobbi et le lieutenant-colonel Disley. Peut-être pour revenir rapidement sur vos approches, l'un et l'autre. Laurent, vous êtes diplômé de Sciences Po Strasbourg et de l'Institut des hautes études européennes. Et vous travaillez aujourd'hui sur la géopolitique de l'Amérique latine et de la Caraïbe en tant que chercheur au laboratoire caribéen des sciences sociales, mais aussi en tant qu'officier de réserve au sein des forces armées aux Antilles, où vous êtes en charge du suivi géostratégique de la zone caribéenne au profit de l'état-major. Et vous vous intéressez tout particulièrement aux liens entre dérèglement climatique, action humanitaire et forces armées.
Et donc, vous allez pouvoir revenir un peu plus en détail sur à la fois votre vision des enjeux géopolitiques de la région quand il s'agit de la prise en charge des impacts climatiques, et puis également de votre travail sur ces liens entre action humanitaire, forces armées et dérèglement climatique. Et puis, avant de vous laisser la parole, je présente un peu plus précisément donc, le lieutenant-colonel Stéphane Nisley. Je le disais, vous êtes chef d'état-major du commandement des forces militaires de la sécurité civile. Vous avez servi à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'Intérieur, mais vous avez également occupé le poste d'officier supérieur pour la protection contre l'incendie à l'état-major interarmé des forces armées aux Antilles, avant d'occuper le poste Vous avez coordonné les réflexions et les études portant sur les forces armées locales au sein du centre opérationnel départemental et zonal des Antilles aussi, et d'être chef d'état-major interministériel de la zone Antilles. Et vous allez pouvoir revenir avec votre expérience dans cette zone sur la manière dont les forces armées, la sécurité civile comment, des ONG des organisations non gouvernementales s'adaptent, se forment, réagissent aux enjeux environnementaux. Donc, Laurent, je vous cède la parole. Et je pense que pour passer les slides, il faut simplement dire slide suivante. J'ai l'impression que c'est le cas. Ou ça fonctionne? Oui, j'ai l'impression que ça Eh ben, fonctionne. c'est Ça merveilleux. fonctionne. La Ouais, ouais. technique est à au secours de l'absence de Marine de Guglielmo. Alors, j'ai l'impression que ça fonctionne, mais que ça fonctionne tout seul aussi un petit peu, donc on va bien voir. Merci pour cette présentation, Julia. Je suis Laurent Jacobi, je suis enseignant à l'Université des Antilles. Et comme Julia vous l'a dit, je m'intéresse aux relations entre dérèglement climatique, action humanitaire et forces armées. Et je vais donc concentrer mon intervention sur un risque bien particulier. Voilà, ça marche tout seul. Sur un risque bien particulier qui est le risque cyclonique dans cet espace que vous aviez sous les yeux il y a quelques instants et qui effectivement se caractérise par sa grande diversité, diversité politique, diversité culturelle, diversité linguistique, mais qui cependant fait sens d'une part par la communauté de destin de ces îles caribéennes qui toutes sont confrontées à un risque cyclonique grandissant, fait sens également en tant qu'espace de recherche par le fait que c'est dans la Caraïbe insulaire que sont stationnées les forces militaires qui sont appelées à intervenir en cas de catastrophe naturelle, en particulier les forces américaines, françaises et néerlandaises. Et un espace qui enfin fait sens du fait de sa maritimité. Vous le voyez sur la carte, l'espace central de la carte, c'est la mer des Caraïbes, avec sa frange insulaire et son pourtour continental. On a coutume de dire aux Antilles que de tous les risques naturels auxquels on peut être confronté, seules les avalanches ne nous concernent pas. Et effectivement, on a un panel extrêmement riche sur lequel je vais très rapidement passer, hein, volcanique, sismique, mais également météorologique, qui se traduit, entre autres, par un risque cyclonique qui est relativement important et qui devrait apparaître sur la slide suivante. Slide suivante qui est une carte, pas celle-là, mais une carte du bassin de l'Atlantique Nord où sont... Alors là, elles sont toutes passées d'un coup. Une carte du bassin de l'Atlantique Nord qui représente... C'est peut-être moi qui ai la main? Non, je pense pas. Parce que si je vous parle de la carte sans que vous ayez la carte sous les yeux, ça va manquer de sens un peu, parce elle est relativement parlante. C'est une carte de l'Atlantique Nord qui représente l'intégralité des phénomènes cycloniques depuis 1951. Hormis, ne sont pas comptabilisées les années 2022 et 2023, donc les deux dernières saisons cycloniques. Je la vois là, la carte. Bon, déjà en ligne, c'est pas mal. La voilà. Donc là, vous avez tous les phénomènes cycloniques, tempêtes et cyclones. Chaque couleur correspond à un type d'événement climatique. En vert, ce sont les tempêtes cycloniques. Donc, une tempête cyclonique, ce sont avec des vents qui sont inférieurs à 119 km/h, hein. Le critère, c'est la vitesse maximale du vent. Et puis, les autres couleurs correspondent aux différents types de cyclones. En bleu, les cyclones de catégorie 1. En jaune, les catégories 2. En orange, les catégories 3. En rouge, les catégories 4. Et en violet, les catégories 5.
Au total, depuis 1951, ce sont 888 phénomènes cycloniques. Sur ces 888, il y en a eu 419 qui se sont limités à l'échelle de tempêtes, ce qui signifie 469 qui sont devenus des cyclones. Et parmi ces 469, il y en a 28 qui sont devenus des cyclones de catégorie 5. Voilà pour vous dresser un petit peu le tableau. L'ovale rouge correspond plus ou moins à l'espace de la Caraïbe insulaire. Et cet espace a été touché par à peu près 12% des phénomènes cycloniques. Pour vous donner un ordre de comparaison, les côtes des États-Unis, eux, ont ramassé 25% des phénomènes cycloniques. Donc, on est dans un espace où le risque cyclonique est présent chaque année, et on essaie tant bien que mal de s'y préparer. Ce phénomène cyclonique, il rentre dans le cadre de cette journée parce qu'il est impacté par le dérèglement climatique. Et là, ce serait la slide suivante. Je n'ose plus toucher. Donc, je vais voir si ça vient. Donc, le dérèglement climatique va impacter le phénomène cyclonique de plusieurs manières. Voilà. Alors, grosso modo, vous avez quatre conséquences, dont deux sont illustrées par les documents qui sont là. Je vais déjà vous parler des documents, de ceux qui ne sont pas illustrés. Première conséquence, c'est un rallongement de la saison cyclonique. Une saison cyclonique officielle commence le 1er juin et finit le 31 novembre. Or, depuis 2015, il y a systématiquement eu des cyclones avant le début officiel de la saison cyclonique, hormis l'année 2022, où le premier cyclone était le 5 juin. Donc, une saison cyclonique qui est plus longue. Premier point. Deuxième point, c'est le schéma de gauche, à votre gauche. Ce sont des cyclones dont les trajectoires sont modifiées, avec des trajectoires qui vont avoir une orientation davantage nord, ce qui va soulager certaines îles, les îles du sud, mais qui va impacter plus lourdement les îles qui sont situées plus au nord. Pour vous donner un exemple, il est prévu que la Guadeloupe est une augmentation des événements cycloniques compris entre plus 17 et plus 68%. Donc ça fait un panel assez large, mais on voit quand même une nette augmentation. Donc des phénomènes qui sont plus nord, des phénomènes qui sont plus nombreux statistiquement, et là c'est illustré par le graphique de droite. On est passé d'une moyenne de 8-9 cyclones par an à une moyenne dans les années, au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, à une moyenne aujourd'hui qui est de 14-15 cyclones par an. Et là, je vous parle de moyenne, puisque certaines années, les phénomènes cycloniques sont à ce point nombreux que les prénoms qui sont choisis en début de saison cyclonique par la NHC, la National Hurricane Center, sont insuffisants. En général, on prépare 21 prénoms. Et il y a 2 années où les 21 prénoms ont été insuffisants et où il a fallu donner des lettres grecques, et en particulier l'année 2020, où on a eu 30 phénomènes cycloniques, donc 21 nommés et 9 lettres grecques. Donc des phénomènes cycloniques qui statistiquement sont plus nombreux, et dernier point, qui statistiquement également sont plus intenses. Et c'est le point principal. Donc les phénomènes cycloniques sont mesurés par un indice qui s'appelle ACE, Accumulated Energy of Cyclone, qui prend en compte divers mesures, divers facteurs, et on constate que des phénomènes cycloniques intenses sont de plus en plus nombreux, avec une année qui est restée marquée dans les esprits dans la Caraïbe, c'est l'année 2017, puisque cette année-là, il y a eu 2 phénomènes de catégorie 3, 2 de catégorie 4 et 2 de catégorie 5, dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelaient Irma et Maria, qui ont ravagé Saint-Martin et la Dominique, donc des phénomènes plus nombreux. Au-delà de ces éléments scientifiques sur lesquels tout le monde ne s'accorde pas, ce qui est important, c'est de voir que les pays de la Caraïbe ont pris conscience du phénomène cyclonique comme étant un facteur aggravant de risque. On a un discours de la part des chefs d'État et de gouvernement de la Caraïbe, et ça a été particulièrement frappant lors de l'Assemblée générale de l'ONU qui a eu lieu en septembre, qui, pour la plupart d'entre eux, ont fait passer le risque climatique comme étant la menace numéro un touchant leur territoire. C'est ce qu'en relation internationale, on appelle un phénomène de sécurisation, c'est-à-dire la manière dont le discours politique rend crédible un phénomène et le transforme en fait en objet de sécurité. Or là, très clairement, dans la Caraïbe, les phénomènes cycloniques sont devenus un objet de sécurité. Alors, slide suivante. Alors là, maintenant que je vous ai présenté rapidement
le tableau qui fait que certains universitaires parlent d'une géopolitique de la survie à propos des phénomènes dont il est question aujourd'hui. Quelle déclinaison à l'échelle caribéenne? Les quatre éléments pardon, qui apparaissent ici, en fait, anticiper, adapter, atténuer et coopérer, sont ce sont les axes de la stratégie défense et climat mis en place par le ministère des Armées qui est paru en avril 2022. Et ces quatre axes-là sont développés à l'échelle caribéenne avec une plus ou moins forte intensité. Euh, atténuer, c'est relativement peu pris en compte pour le moment et ça se traduit essentiellement par la volonté de résilience des infrastructures de défense. Vous avez la photo là du Fort Saint-Louis, qui est la base navale de Fort-de-France, dont une des priorités est de rehausser la hauteur des quais pour faire face à l'augmentation du niveau des eaux et en particulier augmentation qui est d'autant plus intense en cas de phénomène cyclonique qui souvent est accompagné d'une marée, d'une houle cyclonique. Vous avez également la volonté d'anticiper. Alors, cette volonté d'anticiper se fait par la collaboration avec des instituts de veille et de recherche à différentes échelles, à l'échelle locale avec l'Université des Antilles, à l'échelle régionale avec la West Indies University basée à la Jamaïque qui a ouvert cette année un cursus orienté des règlements climatiques, et puis à l'échelle nationale puisque nous travaillons avec l'IRIS et l'an dernier, lors d'un séminaire organisé par les forces armées sur défense et climat, Marine, qui n'est pas là aujourd'hui, était venue intervenir. Les deux points que je vais développer un petit peu plus, c'est l'adaptation et la coopération. Je laisserai un petit peu la coopération pour le lieutenant-colonel Lisler. Pour ce qui est de l'adaptation, elle se traduit de deux manières. D'une part, par une modification des entraînements. Les forces armées, aujourd'hui, s'entraînent énormément aux interventions, ce qu'on appelle les interventions HADR, Humanitarian Aid Disaster Relief, euh, et multiplie les exercices. Alors, il y en a qui sont organisés par les forces armées françaises et d'autres qui sont organisés par les forces armées alliées, en particulier américaines et britanniques. Euh, pour les forces armées aux Antilles, les FAA, depuis maintenant plusieurs années, a été mis en place un exercice qui s'appelle l'exercice Caraïbe. Donc, on est à bientôt la troisième version de cet exercice Caraïbe. Donc, c'est un exercice grandeur nature d'intervention des forces armées dans le cadre d'une opération humanitaire liée très directement au phénomène cyclonique. Pour illustrer la montée en puissance de cette problématique, le premier exercice qui était Caraïbes 2021, puisque 2020 n'avait pas pu avoir lieu du fait du Covid, réunissait 400 militaires et deux nations, la France et la République dominicaine. En 2022, il y a 2 ans de ça, il y avait 5 nations participantes, toujours la France et la République dominicaine, mais également les États-Unis, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, pour 2500 militaires, 10 bâtiments de surface et 11 aéronefs. Et là se met en place l'exercice Caraïbes 2024 qui devrait avoir lieu en mai-juin, fin mai, début juin. Et là, on sent encore une montée en puissance, puisque en plus des 5 pays ayant participé à Caraïbes 22, devraient se joindre à l'exercice la Colombie, le Mexique, le Brésil et le Canada. Donc, on sent que en termes d'adaptation des entraînements, on a une montée en puissance de la prise en compte de la problématique sécuritaire que peuvent poser les phénomènes cycloniques. Cette adaptation, deuxième point, se traduit également par une adaptation du matériel, une adaptation capacitaire. L'illustration que vous avez là, c'est un bâtiment qui s'appelle un BSAOM, bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer. Ce sont donc des bâtiments de la Marine nationale qui sont uniquement affectés dans les outre-mer et qui ont pour mission principale l'assistance en cas de catastrophes de tout type, mais y compris les catastrophes liées au dérèglement climatique. Et donc, c'est un bâtiment qui a des capacités d'aide. Vous voyez à l'arrière, il y a un espace pour embarquer l'aide humanitaire. Il peut embarquer 160 mètres cubes de gasoil, me semble-t-il, 150 mètres cubes d'eau, tout ce qu'il faut pour intervenir en cas de catastrophe humanitaire, soit sur le territoire national, soit sur les îles voisines. Et enfin, dernier point, c'est la coopération. Donc, coopération avec les pays alliés, ceux qui participent aux exercices, en particulier aux exercices Caraïbes, avec lesquels la coopération militaire se traduit aujourd'hui par une coopération humanitaire, et également par les organisations régionales. Je ne vais pas beaucoup en parler parce que je crois que le lieutenant-colonel va revenir dessus. Donc, voilà la manière dont les 4 axes de la stratégie défense et climat du ministère des Armées se met en œuvre concrètement dans l'espace caribéen. Parce que derrière tout ça, et c'est la slide suivante, il y a de nombreux enjeux. Alors là, les enjeux, j'ai essayé de dégager les principaux et d'en mettre là aussi 4 en évidence, qui vont peut-être apparaître.
Le premier enjeu, je vais quand même avancer, c'est la protection de la population. Ça fait partie du contrat opérationnel des forces armées aux Antilles, des missions de souveraineté et de protection de la population française qui seraient impactées par un phénomène cyclonique. Dans l'arc caribéen, il y a 750 000 Français qui vivent sur le territoire français et 10 000 qui vivent sur les îles étrangères, dont 5 000 à Haïti. Donc, une des missions premières, c'est effectivement de pouvoir porter assistance à ces populations-là, qui est une mission assez classique. Deuxième enjeu, qui n'apparaît toujours pas, mais c'est peut-être moi. Non, c'est la précédente. Ah, on est découvert. Bon, deuxième enjeu, fermez les yeux, imaginez. Deuxième enjeu, c'est la prévention de la déstabilisation des États de la Caraïbe, qui sont bien souvent, là, voilà, qui sont bien souvent des États aux faibles ressources, aux grandes vulnérabilités. C'était la précédente. Aux grandes vulnérabilités et qui peuvent être très facilement déstabilisés par un phénomène cyclonique ou un phénomène naturel majeur. Il y a donc la volonté d'assurer une certaine stabilité géostratégique dans la zone. Troisième enjeu, c'est la gestion des flux migratoires. Aujourd'hui, le dérèglement climatique est devenu la première raison des migrations à travers le monde devant les conflits. Ce sont 26 millions de personnes qui sont déplacées. À l'horizon 2050, le HCR en prévoit 50 millions. Ces migrations peuvent être de différents types. Ça peut être des migrations préventives, des migrations qui ont lieu après, des migrations de courte durée, des migrations de longue durée. Mais dans tous les cas, ce sont des migrations qui peuvent déstabiliser un espace qui est déjà, par bien des aspects, fragile. Et enfin, dernier enjeu, c'est l'apparition de nouveaux compétiteurs dans la zone. Alors, parmi ces nouveaux compétiteurs, l'action humanitaire est pour les nouveaux entrants une porte d'entrée bénie d'une certaine manière, parce que quand on arrive pour porter assistance aux populations, quand bien même ce sont avec des moyens militaires, on est généralement bien accueilli. Euh, Parmi les nouveaux compétiteurs, vous avez la République populaire de Chine qui est présente dans plein de domaines, mais qui est également présente dans le domaine humanitaire. L'illustration, c'est le bateau hôpital chinois qui s'appelle Arche de la Paix, qui régulièrement fait des opérations d'aide à la population lors ou même hors de phénomènes cycloniques. Et il faut savoir que depuis quelques mois, la Chine est de plus en plus présente. Elle vient par exemple de fournir une aide gracieuse à la CEDIMA. La CEDIMA, c'est une des agences d'aide humanitaire de la Caraïbe, d'une aide de 100 000 $. Donc la Chine investit dans l'organisation de la coopération humanitaire dans la Caraïbe. Et le mois dernier, l'armée de libération nationale, donc l'armée de la République populaire de Chine, a organisé une vaste opération de formation des médecins militaires orientés vers les opérations HADR et y ont participé des médecins militaires de différents États de la Caraïbe. Donc on voit bien que le risque climatique est un moyen d'entrée. Donc là, il y a la Chine. Vous avez également la Russie qui fournit de l'aide, qui a fourni de l'aide au Honduras et au Nicaragua. Vous avez la Turquie, de manière un petit peu moins intuitive, hein, la Turquie qui en 2020 a porté assistance à Cuba en y envoyant des navires générant de l'électricité. Ce sont des navires qui sont des grosses centrales électriques qui fonctionnent au gazole, qui se mettent à quai et qui peuvent fournir de l'électricité aux villes touchées. Donc un certain nombre de pays qui jusque-là n'étaient pas présents utilisent ce biais humanitaire lié au dérèglement climatique pour devenir des acteurs de la zone. Cependant, et c'est la dernière slide, j'espère qu'elle sera là avant la fin de ma présentation, il y a néanmoins, malgré un fort volontarisme, un certain nombre de freins, un certain nombre de limites à cette action et à cette intégration, cette coopération face au dérèglement climatique. La première limite, ce sont des freins perceptifs, c'est-à-dire que tous les acteurs ne perçoivent pas les priorités stratégiques de la même manière. Pour les États-Unis, la priorité de la région, ça reste quand même la lutte contre le narcotrafic et ils ont une grosse orientation narcops. Pour les Pays-Bas, c'est davantage orienté vers les flux migratoires puisque 3 de leurs 6 territoires, les îles ABC, Aruba, Bonaire et Curaçao, sont situés à quelques dizaines de kilomètres du Venezuela qui traverse une crise profonde depuis plusieurs années. La France, elle, se positionne très clairement comme le porte-voix du dérèglement climatique comme facteur sécuritaire dans la Caraïbe et ça fait un peu l'originalité de sa parole et elle est en cela suivie et entendue par un certain nombre de pays caribéens, en particulier la République dominicaine et la Jamaïque, qui ont intégré dans leur réflexion stratégique ce dérèglement climatique. Donc, frein perceptif, tout le monde ne perçoit pas le danger de la même manière et en particulier
le danger cyclonique. Des freins internes. Alors, des freins internes, ça, c'est un petit peu la mayonnaise franco-française. L'Amérique latine, d'une certaine manière, dans la diplomatie française, est un angle mort. Et la Caraïbe, au sein de l'Amérique latine, est un deuxième angle mort. On est en fait dans la Caraïbe dans un double angle mort qui fait que les priorités des ministères ne sont pas forcément orientées vers cet espace-là, surtout dans un cadre géopolitique plus large où l'Indo-Pacifique prend une place grandissante. Ça se traduit par la faiblesse du budget, par la faiblesse du réseau diplomatique qui n'est pas propice au développement de coopération dans ce domaine-là. Vous avez également des freins techniques. Alors, les freins techniques, ce sont des freins très pragmatiques, hein. C'est le frein linguistique, par exemple. Un certain nombre de pays sont hispanophones et l'espagnol n'est pas extrêmement parlé ni au sein des mondes armés, en particulier au sein des forces armées. Donc, ça reste un frein. Et puis, vous avez des freins qui sont administratifs. Par exemple, la plupart des pays de la Caraïbe ont dans leur droit pénal la peine de mort. Or, pour les armées françaises, c'est très rédhibitoire d'envoyer des contingents s'entraîner dans des pays où la peine de mort est en exercice. Et il y a la volonté de mettre en place des accords d'exception que les pays de la Caraïbe ne sont pas forcément prêts à accepter. Et ça renvoie aux freins politiques, puisqu'on est dans un contexte caribéen qui est bien particulier, qui est celui d'un contexte post-colonial, où finalement les présences extra-caribéennes sont les anciennes puissances coloniales, la France, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. Et l'aide humanitaire peut être perçue parfois comme un impérialisme humanitaire. Et certains pays freinent des quatre fers quant au développement de cette coopération humanitaire. Si on sort de la zone, le tremblement de terre au Maroc a été à ce titre particulièrement parlant. Enfin, les deux derniers points, le frein géopolitique. Frein géopolitique, en fait, ça correspond au fait qu'on peut se demander dans quelle mesure la diplomatie humanitaire des pays n'entre pas d'une certaine manière en concurrence. Certes, il y a de la collaboration pour ce qui est de l'aide humanitaire, mais les diplomaties de défense des États qui interviennent dans la zone sont en concurrence sur d'autres thèmes, vente de matériel, mise en place de coopération, qui peuvent gréver le bon fonctionnement de cette coopération humanitaire. Et enfin, dernier point, ce que j'ai appelé l'implementation gap, c'est-à-dire le trou capacitaire, la lacune capacitaire. J'ai essayé de mettre en évidence que les armées, en particulier les forces armées aux Antilles, avaient une politique d'adaptation de leur matériel. Cependant, on est confronté à trois problèmes. Le premier, c'est que les pays de la Caraïbe, les États indépendants de la Caraïbe, n'ont pas les moyens de développer des capacités militaires orientées quasi exclusivement vers l'humanitaire, donc font systématiquement appel aux États extérieurs. Premier point. Deuxième point, c'est la question de savoir dans quelle mesure est-ce qu'il est possible d'exister en termes de matériel dans cette zone à côté des États-Unis. Pour donner une illustration, lors de Caraïbes 2022, était présent le groupe Jeanne d'Arc avec le PH, un porte-hélicoptère amphibie qui est le deuxième plus grand navire de la Marine nationale. Les États-Unis avaient envoyé également un navire amphibie qui s'appelle le Carter Hall. C'était leur plus petit navire, mais il était plus gros que notre plus gros navire. Donc c'est difficile pour les pays extérieurs d'exister auprès des États-Unis. Et enfin, il y a un dernier point, et ça c'est l'expérience que j'ai d'entretien au sein des forces armées, c'est qu'un certain nombre, même si on a des adaptations comme avec le BSAOM, le bâtiment de soutien d'assistance outre-mer, il y a quand même au sein des armées françaises, des éléments lacunaires. Et en particulier, existait jusqu'en 2020 un bâtiment qui s'appelait le Batral, qui était un bâtiment d'intervention qui avait la capacité de beacher, c'est-à-dire de s'échouer sur la plage, d'ouvrir ses portes à l'avant pour pouvoir soit apporter l'aide, soit évacuer les ressortissants. Ce Batral était à la fin de sa carrière et en fait, il a été retiré du service le 31 août 2017, 2 semaines avant que Maria et Irma ravagent la Caraïbe. Et donc, il a manqué cet élément pour pouvoir porter une aide efficace parce que même si on envoie le PHA a des engins de débarquement, mais ça implique des manutentions qui sont beaucoup plus lourdes. Donc, ces déficiences capacitaires peuvent se constater à différentes échelles. Et dans tous les cas, et je termine là-dessus, l'urgence en soi est un véritable objet géopolitique. C'est-à-dire que bien souvent, les phénomènes naturels, en particulier liés au dérèglement climatique, sont étudiés soit en amont, soit en aval, soit en termes de prévention, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de limiter la casse et les dégâts, soit
comment on fait pour reconstruire par la suite, ce que disait Julia dans son introduction. Or, le temps de l'intervention humanitaire en elle-même, le temps de l'urgence, est en fait un temps long qui a de très forts enjeux politiques et qui mérite de devenir un objet de recherche et de sécurité lui aussi. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, en vous écoutant, Maria, est-ce que c'est bien l'ouragan qui est passé de catégorie 1 à 5 en 24 heures? J'ai ça en tête, ce qui expliquerait aussi pourquoi vous parliez de l'intensification, enfin du nombre d'événements cycloniques, de la saison cyclonique, mais je pense que c'est le seul cas d'événements cycloniques qui soit passé de 1 à 5 en 24 heures. Effectivement, et il y avait un autre facteur qui était la trajectoire, puisque Maria devait initialement passer sur la côte atlantique de la Martinique, et je suis bien placé pour le savoir, puisque j'habitais, je voyais Maria venir, et au dernier moment a fait un petit détour sur la droite, et à la place de ravager la Martinique, a ravagé la Dominique 50 km plus haut. Donc c'est vrai qu'on est toujours dans des facteurs d'incertitude jusqu'au dernier moment. Je pense que c'était important de le rappeler aussi parce qu'on a l'impression que les services météorologiques sont capables d'anticiper, mais en fait, 24 heures pour un passage de 1 à 5 et un changement de trajectoire très rapide comme ça, ce sont des choses dont on n'avait pas l'habitude en tout cas et qui vont devenir de plus en plus fréquentes avec le changement climatique. Eh bien, le lieutenant-colonel, je vous passe la parole. Merci. Pardon. Donc, il m'a été posé la question des enjeux HADR, donc Humanitarian Assistance Disaster Response pour la France, en particulier dans la zone de la Caraïbe. Alors, juste pour préciser et compléter la présentation de Julia, j'ai été déployé à 2 reprises en Haïti, en 2010 sur le séisme et en 2016 après le passage de l'ouragan Matthew. Et je reviens de 3 ans des fonctions de chef d'état-major de zone Antilles sur la période 2020-2023. Et fort de cette expérience-là, je me suis appuyé pour vous présenter les difficultés, les enjeux des missions humanitaires, puisqu'on parle beaucoup du changement climatique, de ses effets à venir. Et pourtant, la zone Caraïbe aujourd'hui est particulièrement exposée, particulièrement sensible. Et sa position géographique fait qu'aujourd'hui, la réponse est particulièrement complexe à organiser, considérant qu'en fait, il faut répondre à l'urgence. Slide suivante, ouais, s'il vous plaît. Je vais vous proposer de suivre le. Alors, l'enjeu, finalement, c'est de répondre aux défis des conséquences du changement climatique à venir, puisque finalement, qu'est-ce qui va se produire? Ils vont aggraver une situation déjà sensible. Prendre en compte les spécificités de l'arc caribéen, ce côté multi-insulaire, ce côté éloigné, comme le disait M. Giacobi tout à l'heure, loin de pays qui disposent de vrais moyens d'intervention et de réponse immédiate. Et par cette approche française de la réponse à la sécurité, nous sommes l'acteur majeur sur les territoires voisins. Il a fait référence à l'ouragan Maria qui a touché principalement la Dominique. Il faut savoir que c'est un hélicoptère de la sécurité civile qui a, en raison de l'absence de communication avec ce territoire, été dépêché, a pris contact avec le Premier ministre et a pu récupérer sur le capot de l'appareil la demande d'assistance internationale, car l'île était absolument coupée du monde. Personne ne savait ce qui s'était produit. Et par ailleurs, vous imaginez bien dans le contexte, après le passage de Irma qui avait particulièrement touché les îles du Nord, et Irma, pardon, et Maria qui a touché la Dominique, mais également impacté la Guadeloupe, il y a un moment, en termes de priorité, c'est assez compliqué à répondre. Slide suivante. Je vous propose de suivre le plan suivant pour illustrer mes propos. C'est tout d'abord vous présenter les Antilles comme des territoires particulièrement fragiles, mais constamment menacés par des risques qu'on évoque ponctuellement ou qu'on suppose. Et pour autant, mon expérience de l'année 2021 me fait dire que nous ne sommes pas à l'abri d'une situation dite de multicrise. Alors, je reviendrai un peu plus dans le détail, mais l'île de Saint-Vincent, située à 180 km au sud de la Martinique, passe en vigilance rouge, éruption volcanique au mois d'avril. Le 8 avril, éruption volcanique. Globalement, vous avez 16 000 personnes sur un territoire équivalent à la Martinique évacuées du nord au sud. Sauf qu'en avril 2021, j'imagine que vous vous en souvenez tous, c'est la crise Covid, avec des hôpitaux absolument saturés. Donc, problématique qui se rajoute à la crise sanitaire. Et malheureusement, avec les phénomènes cycloniques
qui ont tendance à débuter plus tôt dans la saison, ce même territoire subit le passage de l'ouragan Elsa le 1er juillet. Donc, en l'espace de 3 mois, vous avez 3 phénomènes naturels majeurs, dont un climatique, mais dont les conséquences s'inscrivent dans la durée et qui mobilisent des moyens qui, finalement, peuvent être rapidement débordés. Le deuxième point sera le changement climatique, et c'est justement vers là que je vais attirer l'attention. C'est la rupture capacitaire des acteurs, rupture capacitaire locale, puisque la réponse immédiate, elle sera faite depuis le territoire ou des pays les plus proches. Mais rupture capacitaire aussi, parce que ces territoires, par leur fragilité, les points d'entrée sur des États insulaires étant la mer ou l'air, si vous supposez les risques majeurs tels que le séisme ou les tsunamis, vous perdez globalement pour les territoires français vos ports et les aéroports. Si vous rajoutez l'éruption volcanique, ce qui a été le sujet d'inquiétude pour ma part pour les territoires français, potentiellement vous perdez l'espace aérien. Enfin, les enjeux, finalement, c'est des notions d'anticipation. Alors, une anticipation au regard des éléments, des fragilités que l'on connaît déjà, et M. Jacobi a illustré cette volonté des armées de monter en puissance dans les exercices, parce qu'elles sont conscientes que finalement, aujourd'hui, sur ces territoires fragiles, mais qui n'ont pas non plus les moyens humains, matériels dédiés au secours, vont naturellement se retourner vers les pays voisins, et en l'occurrence la France. Une coordination qui est assez complexe, puisque l'aide humanitaire, finalement, revêt tous les volets de la société, socio-économique, la sécurité, la stabilité, le retour à une vie à peu près normale. Mais tout ça sur un fond de menaces permanentes. Et enfin, le sujet de la coopération qui est particulièrement difficile à mettre en œuvre, du fait d'une différence d'approche des sujets liés d'une part sur les problèmes de trafic, les problèmes de migration, et l'apparition aussi d'autres partenaires qui ne sont pas forcément de la région. Et en complément de ce que présentait M. Jacobi, à Saint-Vincent, lors de la crise Covid, vous aviez un avion gouvernemental de l'Inde qui est arrivé avec des doses de vaccins. Donc vous voyez, c'est tout un ensemble qui rend l'opération particulièrement difficile. Slide suivante. Dans un premier temps, je vais vous présenter les fragilités de ces territoires qui finalement est commune à l'ensemble de l'arc caribien. Slide suivante, s'il vous plaît. Là, vous avez sur la droite l'archipel des Caraïbes avec l'ensemble de ces différents États. Alors, la première particularité, c'est que les îles françaises, finalement, elles sont imbriquées au sein d'îles-États avec des statuts, comme le disait Julia tout à l'heure, particulièrement différents. Certains relèvent du Royaume du Pays-Bas, certains du Commonwealth, d'autres sont particulièrement indépendants. Et entre tout cela, vous avez les territoires français. Une illustration, somme toute, simple et anecdotique. Si vous allez de Martinique en Guadeloupe et que vous avez un problème d'avion, il vous faut un passeport puisque le territoire de la Dominique est hors Schengen. Ça paraît anecdotique, mais en situation de crise, ça peut rapidement poser des problèmes. Cette différence aussi de législation, nous, on s'en est rendu compte lors de la crise Covid, lorsque des aides ont été acheminées sur le territoire de Saint-Vincent, puisqu'il a fallu satisfaire à la réglementation de Saint-Vincent en termes d'attestation de non-contamination, la quarantaine, alors que vous êtes en situation de crise. Enfin, c'est un ensemble d'éléments particulièrement complexes. Ce territoire, globalement, c'est à peu près le 3/4 de la France, mais qui présente aussi la particularité d'être particulièrement éloigné, en particulier de la France. Aujourd'hui, rejoindre les Antilles, c'est 8 heures d'avion. Vous perdez l'espace aérien, c'est la voie maritime, c'est 10 jours d'avion, de bateau, pardon. Ça, c'est des paramètres qui sont indispensables à être pris en considération dans la construction et la réflexion de la réponse sur des situations de crise humanitaire. Enfin, si on fait un zoom sur ces territoires, globalement, le caractère insulaire est particulièrement difficile. Une catastrophe sur le territoire national, globalement, en termes de sécurité civile, on prend les véhicules, on prend l'autoroute, on fait 12 heures de route, il n'y a pas de problème. Intervenir de la Martinique au profit de la Guadeloupe, il vous faut le bateau, adapté au vecteur de transport, et que les véhicules puissent être d'une part transportés, et puis ensuite être acheminés à bon port. Vous avez également la problématique démographique. Ce sont des îles particulièrement volcaniques, donc avec des reliefs essentiellement marqués.
et donc avec une concentration de la population essentiellement sur les littoraux. Les littoraux, donc la population, mais également toute l'activité économique majeure. Je pense en l'occurrence aux aéroports, forcément les ports, mais également à certaines infrastructures industrielles comme des raffineries, qui, par leur exposition sur le littoral, sont sujets à un sujet qu'on va aborder tout à l'heure, les tsunamis. Enfin, c'est également un sujet dans les Antilles, c'est l'habitat informel. Des habitats qui ne répondent pas forcément à des règles de construction dans les règles de l'art et qui font que cette population-là est rapidement soumise aux aléas climatiques. Slide suivante. S'agissant des risques, donc on parle de l'intensification des cyclones dans la zone caribe avec une évolution des trajectoires, mais pour autant, ce phénomène-là, comme le disait très justement M. Jacobi, répond à une certaine saisonnalité qui est certes croissante, mais globalement, sorti de cette période-là, cela fait un risque en moins. Pour autant, la zone Caraïbe est sur une plaque particulièrement mouvante. Globalement, elle se déplace de 1 km, enfin 1 cm pardon, annuellement vers l'est. Ce qui fait qu'on n'en parle pas, mais c'est à peu près 700 à 800 séismes ressentis et enregistrés à l'année. Je fais référence au séisme de 2010 en Haïti, qui a particulièrement été dévastateur, puisque les chiffres officiels font état de 250 000 morts. Vous avez également la problématique volcanique. On en parle peu, et pour autant, vous avez 19 volcans actifs sur les 11 îles qui composent les petites Antilles. Pour information, la Guadeloupe et la Martinique sont en vigilance jaune, c'est-à-dire que globalement, les scientifiques ont augmenté leur attention sur l'activité volcanique euh, parce qu'il y a forcément, alors l'intérêt de ce phénomène-là, c'est qu'il est prévisible et donc on peut prendre des mesures en amont. Néanmoins, et sur des sujets d'exercice, la préparation à la gestion de crise, j'ai eu l'opportunité d'assister au dernier exercice tsunami, parce qu'également dans cette zone-là, il y a des exercices sur des problématiques tsunami. Nous avions travaillé avec les Nations Unies sur un scénario d'éruption volcanique de la montagne Pelée, un phénomène simulé par l'effondrement de l'édifice en partie caribéenne. Globalement, en 4 minutes, vous avez une vague de 12 mètres qui rentre dans Fort-de-France. 4 minutes, en termes de gestion de crise et en termes d'urgence, vous n'avez pas le temps de diffuser le message d'alerte et de vous assurer que les gens évacuent. Et pour autant, c'est un phénomène qui peut très bien survenir peu de temps avant ou pendant ou très peu de temps après un phénomène cyclonique. Donc cette problématique d'accumulation des phénomènes. Le problématique des volcans, j'en ai parlé, c'est les tsunamis. Alors, il y a effectivement ce scénario-là évoqué, mais autant nous avons un volcan particulier qui fait aussi l'objet d'une certaine attention, situé à un peu moins de 200 km de la Martinique, qui est le Kikemjini, un volcan sous-marin qui, lui, potentiellement est tsunaminogène, et lui, globalement, la vague, c'est 4 minutes. Et enfin, un autre risque qu'il faut prendre en considération, alors là, il faut faire référence à l'histoire, le séisme de Lisbonne en 1755 de magnitude 9, qui a initié ce que l'on appelle un télé-tsunami. Globalement, c'est un tsunami qui traverse l'Atlantique, un peu comme le phénomène de Banda Aceh. Et dans les références historiques, la vague a traversé à peu près l'Atlantique en 8 heures et la vague a touché la Guadeloupe et en particulier la commune de Déé avec une hauteur de 10 mètres environ. Donc tout cela pour dire que les changements climatiques, c'est un vrai sujet, mais qu'il faut également mettre en perspective de tous ces autres phénomènes qui peuvent s'accompagner, s'agglomérer et rendre vraiment le sujet de la crise particulièrement complexe. Slide suivante. Oui. Et donc se pose la question de la rupture capacitaire. Slide suivante. La rupture capacitaire, globalement, elle va résulter de quoi? D'une part, des effets dévastateurs du phénomène. Phénomène qui sera plus ou moins prévisible. L'éruption volcanique est prévisible. On a l'anticipation pour évacuer les gens. Pour autant, le cyclone, aujourd'hui, certains phénomènes ont une cyclogénèse explosive. Nous avons aussi, alors on fait le distinguo entre les cyclones barbadiens, qui laissent très peu de temps au service de Météo France
en termes d'anticipation et de prévision des phénomènes capverdiens qui ont tout l'océan Atlantique pour se constituer et qui peuvent être mieux anticipés. Bien évidemment, les pertes humaines engendrées et matérielles. Alors là, on pense souvent à la population, mais à travers quelques expériences personnelles, j'ai retenu une chose, c'est que vous êtes difficilement sauveteur et victime à la fois. Il faut savoir que la première force d'intervention, que sont les pompiers, la sécurité civile ou les forces armées, ce sont des gens qui sont, au même titre que la population, exposés à ces risques. À titre d'illustration, mes collègues à La Réunion qui ont subi le phénomène Bellal étaient en cellule de crise, leur famille confinée. Ma première question, c'était comment avez-vous abordé cette phase de veille, de confinement en centre opérationnel? Et d'une manière tout à fait honnête et personnelle, m'ont dit, on a beaucoup de mal à être concentré sur notre métier. Enfin, des phénomènes, comme je vous disais, qui pouvaient être cumulatifs. Alors, pas tant par la survenue de phénomènes, mais par les conséquences engendrées. Un séisme, suivant l'endroit qui va taper, va toucher bien évidemment l'habitat. Pour autant, sur la partie des Caraïbes, il faut savoir que l'exemple de la Martinique, l'aéroport est en zone liquéfiable. Globalement, ça veut dire que la couche de sédiments, en fait, c'est une image un peu basique, mais vos orteils sur la plage, dans le sable, si vous les bougez, vous vous enfoncez. Ben, le séisme aura le même effet sur l'aéroport de Martinique. Vous perdez la piste, et je vous renvoie à la problématique de l'isolement des territoires. Vous perdez l'aéroport. Donc, il y a tout un enjeu logistique du coup pour répondre à l'urgence, l'acheminement de l'aide, qu'elle soit humanitaire, de secours ou sanitaire. L'autre problématique, c'est qu'un phénomène peut intéresser principalement un territoire, mais peut impacter par des effets diffus d'autres territoires. Et à ce propos, je vous ai mis en illustration la photo infrarouge de l'éruption volcanique de Saint-Vincent et qui vous illustre les retombées de cendres lors de la première éruption. On ne distingue à peine, mais on devine à peine en bas à droite un petit trait noir, c'est l'île de la Barbade, qui n'a pas été menacée directement par les effets de l'éruption volcanique, mais qui pour autant, aujourd'hui, a des soucis parce que les terres sont polluées, parce que les sources sont polluées. Autre problématique du changement climatique, la sécheresse. Il faut savoir que ces îles, les eaux embouteillées, c'est en grande majorité des eaux de surface. Il y a très peu d'eau souterraine exploitable. Donc éruption volcanique, pollution, des eaux exploitables. Et enfin, des ressources limitées parce que bien évidemment, vous avez des moyens disponibles pour répondre à une certaine urgence, mais vu l'ampleur de la catastrophe, vu les moyens nécessaires à apporter, il est bien évident que très rapidement, tous ces territoires, y compris français, devront naturellement faire appel à des moyens de l'Hexagone pour être complétés et pour pouvoir accueillir les renforts en besoin. Slide suivante. Oui, s'il vous plaît. Alors, en ce qui concerne les enjeux des missions humanitaires, globalement, la première passe par l'anticipation. Il s'agit d'une part de renforcer les capacités. Alors, je viens compléter. Pardon, c'est pas si c'est la bonne slide. Pardon. Je viens compléter les propos de M. Jacobi sur le rôle primordial des forces armées. Les forces armées ont une organisation, ils ont des moyens et des expertises absolument fondamentales sur les situations de crise pour ces territoires. Pourquoi? Ils sont rapidement mobilisables, ils ont des vecteurs qui permettent de s'affranchir de certaines contraintes terrestres, ils ont des capacités maritimes absolument fondamentales pour pouvoir apporter une première réponse. Et leur organisation permet de disposer de personnel capable d'apporter des premières actions sur le terrain, y compris dans le domaine sanitaire. Vous avez quelques photos d'illustration qui vous sont données en infra sur la dimension maritime, sur la dimension aérienne. Et dans ce cas-là, l'anticipation, c'est également ce qui se fait dans le cadre des échanges avec la Guyane. Aujourd'hui, jusqu'à présent, en sécurité civile, on parlait principalement de zones
on commence à parler, nous, dans notre domaine, de région. Jusqu'à présent, c'était essentiellement la zone atlantique, Antilles, pardon, et aujourd'hui, on parle de la région atlantique. Pourquoi? Parce que la particularité de la Guyane, c'est un territoire qui n'est pas soumis au volcan, qui n'est pas soumis au tsunami, qui n'est pas soumis au séisme. Et donc aujourd'hui, un peu dans l'esprit de l'appui apporté par les forces armées de Guyane, la sécurité civile envisage la mise en place de réserves nationales de matériel supplémentaire qui viendrait compléter des moyens déjà disponibles tant sur le territoire de la Martinique que de la Guadeloupe. Pour deux raisons. D'une part, compléter dans les plus brefs délais les moyens disponibles, mais surtout pallier à l'éventualité des pertes de ces réserves nationales, qui elles-mêmes pourraient être menacées par les phénomènes en question. Le slide suivante. La coordination. Alors là, c'est un enjeu très compliqué à mettre en œuvre. Pour couvrir l'ensemble du spectre d'une action, d'une aide humanitaire, vous avez une multitude d'acteurs, qu'il s'agisse d'acteurs étatiques, d'acteurs industriels, d'agences internationales, voire associatifs. Toute la difficulté, c'est de faire en sorte que ces gens se parlent, se comprennent, se coordonnent et que finalement, quelque part, chacun reste à sa place. C'est toujours très difficile d'être commandé par quelqu'un qui n'est pas de son milieu, qui n'a pas la même culture. Par ailleurs, la problématique d'une action humanitaire, c'est la simultanéité des actions. Il s'agit à la fois d'apporter les premiers secours, il s'agit également d'apporter de quoi héberger de manière temporaire les gens et de subvenir à leurs besoins. Mais en même temps, il faut envisager éventuellement, on a souvent la réflexion du trajet in, c'est-à-dire acheminer des renforts, et pour autant, il faut envisager d'évacuer les gens. Je prends pour exemple la problématique de la Covid-19 en 2021, lors du pic de la quatrième vague pardon, dans les Antilles, où finalement, au regard de la saturation des hôpitaux antillais, a été organisée des évacuations vers la métropole à partir d'avions de ligne, qui a permis d'évacuer un peu plus de 150 personnes dans des conditions tout à fait confortables. Mais voilà, parce qu'il y a une coordination entre une compagnie aérienne, le SAMU, l'opérateur de l'aéroport, et tout un travail de coordination de qui intervient à quel niveau et qui prend la main. Parce que c'est des sujets particulièrement difficiles à coordonner. Tout simplement, et c'est le petit point de détail qui vous fera parler, c'est que globalement, le patient qui quittait l'hôpital des Antilles était sous oxygène. Et cette personne était sous oxygène jusqu'en métropole. Ça veut dire que le transit routier, le transit aérien et ensuite le transit routier pour rejoindre un hôpital en métropole, la personne devait être assurée d'avoir de l'oxygène en permanence. Donc c'est tout un enjeu, un détail qui vous montre l'importance et la complexité du sujet de la coordination. Et enfin, une complémentarité absolument indispensable. Si je prends la référence à Saint-Vincent-les-Grenadines, les moyens militaires ont été rapidement engagés pour acheminer d'une part une première aide humanitaire, en particulier l'eau, qui était un des premiers enjeux pour les autorités, du fait des cendres qui polluaient les sources exploitables, mais qui a permis également l'acheminement d'experts internationaux des Nations Unies, de l'Europe, sur le traitement des cendres volcaniques. Et tout cela, voilà, par une logique de coordination. Et enfin, un autre détail important qui intéressait du coup les territoires français, et là encore en lien avec les forces armées, mais l'opérateur Air Liquide Antilles-Guyane, la Covid 2019, la problématique de l'approvisionnement d'oxygène des hôpitaux. Dans un contexte mondial où finalement c'était un enjeu absolument majeur, avec la problématique pour les Antilles de ce côté isolé, loin des trafics maritimes, surtout oxygène. Et donc il a fallu, avec l'ensemble de ces acteurs, avec le territoire de Guyane, et ensuite on a bénéficié l'île de la Dominique, organiser un flux ad hoc d'acheminement d'oxygène médical pour les hôpitaux. Slide suivante. Alors, pour en revenir à ce que disait Julia tout à l'heure sur la complexité de l'environnement, je vous ai évoqué la nécessité de l'anticipation, des moyens immédiatement disponibles, des moyens mobilisables, la nécessité de la coordination entre des acteurs qui se connaissent, globalement les gens de terrain,
Mais il y a une dimension un peu plus large, la dimension de la coopération qui aujourd'hui est assez difficile à mettre en œuvre sur le sujet de la sécurité civile, la gestion de crise dans les Antilles et dans la Caraïbe de façon générale, puisque globalement aujourd'hui, effectivement, les sujets de sécurité, les sujets économiques sont bien pris en considération, mais la diversité d'approches sur les sujets de sécurité humanitaire est très diverse. Globalement, vous avez trois organisations régionales, dont une seule dispose d'une cellule de coordination de crise, la CDMA, pour Caribbean Disaster Emergency Management Agency, et pour laquelle aujourd'hui la France met en œuvre depuis un certain temps une volonté d'approcher, de développer un partenariat un peu plus officiel dans le cadre d'un accord France-CARICOM. Pour autant, et malgré l'absence de documents officiels ou d'une coopération clairement inscrite, cette coopération, elle se fait de facto lors de toutes les crises observées dans les dernières décennies au niveau de la Caraïbe, puisque systématiquement, les moyens militaires, les moyens de sécurité civile ont été engagés en réponse à la crise, que ce soit au plus au nord en Haïti, la Dominique, Saint-Vincent et autres îles sur différents sujets, qu'il s'agisse de sujets sanitaires pour l'oxygène médical, qu'il s'agisse d'alimentation sur les sujets de l'éruption volcanique, puisque le début de la crise, on était sur de l'eau potable, on est passé par l'alimentation du bétail, ça c'est toute une dimension à prendre en compte, et également l'hébergement temporaire. Voilà l'ensemble des éléments et la fragilité aujourd'hui. Voilà la dernière slide qui conclut mes propos. Je C'est rends la parfait. parole. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais garder, vous pouvez applaudir effectivement. Je voulais garder une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Les personnes en ligne peuvent écrire sur le petit item questions-réponses. J'aurai vos questions juste ici à ma gauche. Et je vous laisse dans la salle lever la main si vous voulez poser une question à l'un de nos intervenants. Bah, très bien. Merci à vous deux pour la clarté de vos propos. J'ai personnellement, dans un point de vue professionnel, travaillé sur la question de la résilience des Outre-mer au changement climatique et j'aimerais, si vous le pouvez, que vous puissiez approfondir un sujet qui est la sécurité alimentaire de ces territoires. En termes de sécurité alimentaire, notamment la Guadeloupe et la Martinique, ce sont des territoires qui sont beaucoup centrés sur le tourisme, mais aussi l'exportation de bananes et de canne à sucre. Et dans ce cadre-là, ce sont des territoires aussi qui sont très touchés sur la ressource en eau, notamment avec la question du chlordécone. Et avec le changement climatique, moins de ressources en eau, également avec l'élévation du niveau de la mer, des salinisations des ressources et des événements graves qui pourraient être affecter énormément ces territoires. Donc ma question, est-ce que c'est possible de revenir un peu sur ces éléments-là et les développer si vous en avez? Et ma deuxième question porte sur la question de la Guyane. La Guyane est donc pas loin de nos deux territoires et elle, c'est la troisième réserve d'eau douce par habitant au monde. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une forme de partenariat un peu différent avec, par exemple, une sécurité alimentaire ou une production plus diversifiée en Guyane qui permettrait d'aller alimenter des territoires, notamment la Guadeloupe et la Martinique, mais aussi toute la région caribéenne, sur ces ressources dont la sécurité alimentaire va être de plus en plus mise en danger par le changement climatique. Merci à vous. Alors déjà, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a une ou deux autres questions qu'on prend à la suite, sachant qu'on n'a que 10 minutes. Donc si vous avez votre question, c'est maintenant. N'attendez pas. Non? Eh ben, je vous propose qu'on réponde à votre question maintenant et après on prendra les questions en ligne. Alice. Alors, je ne suis pas un expert sur le sujet de la sécurité alimentaire, néanmoins, je peux apporter quelques éléments de réponse. S'agissant de l'eau, c'est effectivement un vrai sujet. Alors, je vais faire référence sur la problématique de l'ouragan Irma en 2017. Si on prend l'exemple du territoire de Saint-Martin, globalement, l'eau du réseau, l'eau que vous trouvez est issue d'une usine de désalinisation. Problématique, Irma passe, l'usine est impactée. Et aujourd'hui, globalement, c'est un peu le schéma qui est conduit au niveau de la sécurité civile au profit de Mayotte, qui depuis fin d'année dernière rencontre une sécheresse exceptionnelle qui fait qu'aujourd'hui, leurs points de captage sont absolument inopérants. Donc, c'est des acheminements d'eau embouteillée depuis la métropole pour ce territoire. Néanmoins, c'est un sujet qui est pris en compte. Il y a des vrais sujets de réflexion. J'ai eu l'occasion de participer à des tables rondes, des travaux sur
des hypothèses d'équipement de machines de désalinisation, de véritables, alors des machines importantes, hein, d'un format de conteneur, avec l'idée de pouvoir finalement les positionner à un endroit le plus propice. Euh, Parce que une fois encore, changement climatique, recul du trait de côte, submersion marine, tsunami. Est-ce que est-ce qu'il y a un intérêt à typiquement construire une usine de désalinisation alors que vous avez un sujet dans quelques années de surélévation de la mer avec des phénomènes cycloniques plus importants et donc avec une houle cyclonique, globalement, c'est 2-3 mètres du niveau de la mer qui monte, hein, donc l'influence sur les terrains. Donc il y a un vrai sujet d'équipement de matériel de première réponse. Effectivement, pourquoi pas la Guyane? Alors là, j'avoue, je ne crois pas qu'il y ait eu des réflexions sur ce sujet. S'agissant de la problématique alimentaire, je mettrais juste une limite, c'est les contraintes phytosanitaires. Il faut savoir que dans ces territoires, ils sont particulièrement fragiles, que les circulations sont particulièrement complexes et sont vecteurs de nouvelles maladies potentielles. Et il est difficile d'importer tout ou partie de production. Il y a certains, alors de façon anecdotique, il y a des types de bananes qui sont interdits en Martinique parce qu'elles seraient source d'une nouvelle maladie qui pourrait être à la source d'épidémies. Voilà. Mais c'est un sujet. Mais la sécurité alimentaire, dans le premier temps de la crise, elle est assurée par des réserves qui sont réalisées par les distributeurs, hein, et ceux qui s'inscrivent déjà dans une logique par rapport à la menace cyclonique. Donc, c'est déjà des dimensions qui sont prises en considération, tant sur le volet alimentation que sur le volet de l'eau. Si j'ai répondu à votre question. Est-ce que Alors, j'ai une question à distance et j'ai une question que je voulais vous poser. Donc, la question à distance, c'est concernant les coopérations, que ce soit civilo-militaires dans le cas de réponse à des événements naturels extrêmes, comme des coopérations scientifiques, avec quels États dans la région la France a des coopérations et comment est-ce que ces coopérations s'articulent. Et je rajoute une autre question qui est très personnelle puisque je m'intéresse aux espaces maritimes. Est-ce que la préfecture ou les états-majors des forces armées travaillent avec les grands ports et les grands ports maritimes en particulier pour se préparer à des événements climatiques extrêmes qui peuvent, en fait, sur la partie civile, totalement anéantir des capacités notamment de déchargement euh, des, de certains cargos. Voilà, je ne sais pas par quel vous voulez commencer sur les coopérations. Oui, je vais me charger de la première partie de la question. Donc, les coopérations dans l'espace caribéen, en fait, se font davantage par le prisme des organisations régionales que d'État à État. Euh, Vous avez toute une marqueterie institutionnelle aux Antilles qui rend la lecture des coopérations extrêmement complexe avec une multiplication des organisations régionales dont certains États font partie, dont d'autres ne font pas partie. La France y est parfois associée, ou alors c'est la Martinique au titre de la collectivité territoriale. Donc on a un schéma qui est extrêmement complexe à saisir. Je vous invite à aller regarder les schémas sur la coopération régionale qui me laissent toujours perplexe. Donc ça, c'est un premier point. Ça passe davantage par les organisations régionales que par les États. Parmi ces organisations régionales, il y en a une qui se distingue particulièrement pour l'espace qui nous concerne aujourd'hui, c'est la CARICOM, euh, qui a la particularité d'avoir des agences spécialisées. Alors, en termes de défense et de sécurité, il y en a deux qui sont directement impactées. La première agence, ça s'appelle l'IMPAX, c'est celle qui est chargée de la lutte contre les narcotrafics. Et la seconde, vous y avez fait référence, c'est la CEDIMA qui est orientée, elle, vers l'action humanitaire, en particulier en cas de catastrophe naturelle. Ce schéma-là est en fait complexifié par un autre élément
qui est le développement de la paradiplomatie, c'est-à-dire le fait que les collectivités territoriales, et en particulier les collectivités territoriales françaises, se sont vues accorder ces dernières années un certain nombre de compétences en termes de relations internationales, qui ne touchent pas évidemment les compétences régaliennes en tant que telles, mais qui les positionnent comme des acteurs à part entière de la coopération régionale. Qui peut parfois, on en parlait tout à l'heure et je vous laisserai développer l'exemple, ce qui peut parfois prêter à confusion quant à qui est compétent en la matière pour intervenir. Est-ce que c'est la collectivité, par exemple la collectivité territoriale de Martinique, ou est-ce que c'est l'État à travers la préfecture? Donc en fait, la coopération régionale est confrontée à un certain nombre de problèmes, de difficultés, d'obstacles qui sont particulièrement difficiles à surmonter et qui grèvent la mise en place d'une réelle coopération, y compris dans le domaine de l'urgence. Alors, pour compléter les propos de M. Jacobi et pour illustrer cette problématique de relations et de coopération, je vais prendre la référence de Saint-Vincent-les-Grenadines. Et au moment où le volcan, enfin les scientifiques émettent la vigilance rouge pour une éruption prochaine, le Premier ministre de Saint-Vincent adresse un courrier au président de la collectivité territoriale de Martinique, lui sollicitant la mise à disposition d'un vecteur d'État hélicoptère, puisque globalement, dans la zone Antilles, pour vous donner aussi une illustration de la fragilité, globalement, vous avez 4 hélicoptères dans la zone Antilles, hein. Il y en a 2 qui relèvent de la sécurité civile et 2 qui relèvent des forces armées aux Antilles, qui sont embarqués sur les frégates. Et donc, le Premier ministre s'adresse au président de la collectivité territoriale, lui sollicitant la mise à disposition d'un hélicoptère de l'État. Globalement, il faut reprendre en compte la demande et la réorienter pour qu'elle suive, si vous voulez, les vrais canaux. C'est-à-dire que le Premier ministre s'adresse à l'ambassade de France s'adresse au préfet de zone, le préfet de zone s'adresse à l'état-major interministériel de zone, et nous, on s'adresse de facto au national, puisque c'est bien un vecteur national. Donc, complexité pour expliquer aux gens la prise en compte de la demande, mais surtout, ce que je retiens derrière tout ça, la perte de temps. Alors, fort heureusement, cette mission avait pour objectif de permettre aux scientifiques de poser des capteurs au plus près du sommet pour apprécier l'imminence de l'éruption. Mais bon, c'est un vrai sujet, c'est une vraie complexité. Et là encore, il faut espérer que l'accord France-CARICOM permettra de mieux engager ces sujets de coopération. Pour en revenir à la question de la prise en compte par les ports maritimes commerciaux par les Antilles, il est évident que ces acteurs économiques ont pris en compte cette problématique de devoir anticiper la surélévation du niveau de la mer, ne serait-ce que parce que, de manière assez courante, si la mer s'élève, le quai ne montant pas, il y aura déjà un problème de déchargement avant même la crise. Donc, c'est vraiment des sujets de prise en compte dans les réflexions qui nécessiteront des engagements financiers, des travaux lourds. Pour autant, sur des sujets de crise, et si ça devait se produire très rapidement, il y a une logique de ce qu'on appelle une rupture de charge, nous, en termes de gestion de crise, c'est que globalement, on va s'appuyer sur les territoires non sinistrés et dont la plateforme est accessible. Globalement, et dans la perspective des prévisions cycloniques, donc on sait que les territoires du Nord, la Guadeloupe et en particulier Saint-Martin, Saint-Barthélemy, rentrent dans un cône de trajectoire dans les années à venir des cyclones intenses un peu plus marqués. L'idée de manœuvre, c'est de s'appuyer sur le territoire français au plus proche, globalement la Guadeloupe, pour décharger le fret, le réembarquer du coup sur des bateaux et accéder au plus vite Saint-Martin. Donc il y a une logique, c'est déjà en place et ça a d'ailleurs été mis en œuvre pour Irma, hein. La problématique, c'était d'acheminer du matériel à Irma. Alors là, c'était intéressant puisqu'effectivement, l'effort a été positionné en Guadeloupe et malheureusement, Maria est venue quelques jours après inquiéter les autorités avec toute l'aide qui était à destination de Saint-Martin. Mais voilà, c'est un schéma qui est envisagé et c'est déjà un début de réponse.
Merci beaucoup. Alors, je m'adresse notamment aux personnes en ligne qui ont continué à nous poser des questions. On ne va pas pouvoir répondre à toutes vos questions. Il y avait notamment des questions qui reliaient cette table ronde à la précédente sur la prise en... Donc, je vous le dis parce que je vais leur proposer de nous poser la question par mail ensuite. La prise en compte des modifications de température et d'humidité dans l'ensemble de la région, à la fois pour Guyane et pour Martinique et Guadeloupe. Mais ce que je vous propose, c'est comme il est déjà 16h33, c'est qu'on en reste là. Donc, aux personnes à distance qui ont posé des questions, écrivez-nous. Vous trouverez nos mails sur le site internet Observatoire Défense et Climat. Donc, le site internet de l'Observatoire, c'est défenseetclimat.fr. Écrivez-nous, on vous répondra. Mais on n'a pas le temps de répondre à vos questions maintenant. Merci à tous ceux en présentiel et à distance qui ont suivi les débats pendant l'ensemble de la journée. Bravo à vous. Merci également à tous les intervenants. Merci beaucoup, colonel. Merci Laurent. Donc, on vous retrouve, on continue ces conversations à la fois par mail, bien évidemment. Vous avez donc toutes les informations et toutes les publications sur le site de l'Observatoire. On remercie également la DGRIS qui a été présente toute la journée et qui est intervenue ce matin pour son soutien et pour le financement de cet observatoire. Et on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur nos publications et sur nos podcasts. À bientôt.